Merci, Monsieur le Président du jury. Madame, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, merci d'être venus assister à ma soutenance de thèse qui portera sur une partie de mes travaux sur l'utilisation du dépôt calco-magnésien comme outil de décontamination de l'eau de mer. Donc, comme l'a dit Monsieur Châtaignier, cette thèse a été dirigée par Peggy Gagne-Calgrillon et Arnaud Seld de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et Marc Janin et René Sabot de l'Université de La Rochelle. Ma thèse s'inscrit dans un cadre plus général qui est le projet ANR Éco-Corail, dont l'objectif est de développer un écomatériau pour répondre aux problématiques environnementales. La base de cet écomatériau, c'est le dépôt calco-magnésien formé par voie électrochimique et dont voici le principe. On va venir placer une structure métallique dans de l'eau de mer et on va venir appliquer une énergie électrique, un potentiel ou un courant à travers celle-ci. Cette énergie va abaisser le potentiel de l'électrode à son potentiel d'immunité et ainsi générer des réactions chimiques à sa surface qui sont la réduction du dioxygène dissous en la réaction 1 et la réduction de l'eau en la réaction 2. Ces réactions forment des ions OH- et vont venir du coup augmenter le pH à la surface de l'électrode. Et cette modification d'environnement va venir déplacer l'équilibre calco-carbonique en favorisant les ions CO3- qui vont venir précipiter avec le calcium pour former le carbonate de calcium sous sa forme principalement aragonite. Pour des pH plus élevés, on va avoir les ions magnésium qui vont précipiter pour former l'hydroxyde de magnésium que l'on nommera la brucite. On va donc avoir une coprécipitation de l'aragonite et de la brucite à la surface de la structure métallique. C'est ce qu'on appelle le dépôt calco-magnésien. Dans la suite de cette présentation, le dépôt sera formé par courant imposé afin de forcer les réactions chimiques et d'avoir un dépôt en volume. Ce dépôt peut servir à divers procédés pour diverses applications. En ce qui concerne l'érosion maritime, on peut former le dépôt calco-magnésien dans du sable et ainsi il sera un liant, un béton naturel que l'on appelle corail. Ici, il pourra faire de la retenue sédimentaire ou alors, placé sous une digue, il pourra éviter l'affouillement et éviter que la digue ne s'effondre. Également, en utilisant le dépôt calco-magnésien seul, on peut l'utiliser pour favoriser la recolonisation corallienne puisque le dépôt a une composition très proche des coraux, mais également va augmenter le pH localement. Et enfin, et c'est là où ma thèse s'inscrit, on va utiliser ce dépôt pour décontaminer le milieu marin des éléments métalliques qui sont présents sous forme dissoute, puisqu'au même titre que le calcium et le magnésium précipitent pour former le dépôt, on peut imaginer que les éléments métalliques vont être attirés et précipités dans le dépôt. De par leurs utilisations depuis l'Antiquité, les éléments métalliques sont répartis dans la nature, que ce soit directement dans les eaux continentales ou marines par l'érosion du sol. Ici, on voit des particules de sol qui sont déversées dans le lagon ou par des rejets directs dans les eaux. Également, l'urbanisation peut provoquer des poussières qui vont être portées par les vents à des milliers de kilomètres et ces poussières vont ainsi être déposées à la surface des océans. Le problème, c'est que ces éléments métalliques ne sont pas biodégradables. Ils vont alors s'accumuler dans la chaîne alimentaire, pouvant provoquer de graves soucis de santé. Il existe bien sûr des méthodes pour lutter contre cette pollution. La plus courante, c'est le traitement des sédiments, puisqu'ils contiennent plus de 99% des espèces métalliques. Seulement, ces techniques sont destructives, elles sont chères et elles ne prennent pas en compte les formes dissoutes des éléments métalliques. Il existe des méthodes pour résoudre ce problème, qui sont par exemple la précipitation chimique, où on va ajouter un coagulant afin de rendre l'espèce dissoute insoluble, l'osmose inverse, qui va utiliser des membranes semi-perméables afin de séparer les eaux contaminées, ou encore l'électrolyse, qui va appliquer un champ électrique dans une solution contenant des membranes cationiques ou anioniques. Mais ces techniques sont également très chères et elles sont difficiles à mettre en place in situ. C'est pourquoi l'objectif de ma thèse est d'étudier si la précipitation des ions métalliques lors de la formation du dépôt calco-magnésien est un outil prometteur pour la décontamination de l'eau de mer.
Comme il suffit de placer une structure métallique dans une zone à forte contamination et de la relier à un générateur de courant, cette méthode est facile à mettre en place in situ. Également, on va utiliser des grilles en acier galvanisé que l'on retrouve facilement dans le commerce et qui peuvent également être stockées durant de longues périodes sans subir de fortes transformations. Donc cette méthode peut s'avérer peu coûteuse en matériaux mais aussi en énergie puisque l'énergie nécessaire est très faible. Deux questions se sont alors posées. Quels sont les mécanismes de formation du dépôt calcomagnésiens sur une électrode en acier galvanisé? Et est-ce que les éléments métalliques vont s'incorporer dans le dépôt calcomagnésien et si oui, sous quelle forme? J'ai essayé de combler quelques lacunes puisque, bien que le dépôt calcomagnésien soit étudié depuis les années 50, très peu d'études ont été effectuées sur l'acier galvanisé. En ce qui concerne la précipitation des éléments métalliques dans le dépôt, à ma connaissance, aucune étude a été faite dans ce sens-là. J'ai donc choisi d'étudier spécifiquement le nickel et le plomb. Le nickel parce qu'il a un fort intérêt local, les sols calédoniens sont très riches en nickel, et le plomb parce qu'il est utilisé depuis l'Empire romain, et bien qu'il soit interdit depuis des dizaines d'années, il est toujours très présent en zone anthropique. L'autre fait intéressant, c'est que nous avons modélisé les espèces en nickel et en plomb qui se produiraient dans de l'eau de mer à différents pH, et au pH de formation du dépôt calcomagnésien, le nickel va précipiter probablement sous sa forme hydroxyde, NiOH2, et comme la brucite, pardon, et le plomb va précipiter sous une forme carbonatée, hydratée ou non, ou alors sous la forme hydroxyde, mais cette forme hydroxyde ne se forme qu'à des fortes températures et elle a une solubilité très importante, donc il est peu probable qu'on le retrouve dans le dépôt. Donc le dépôt sera sûrement sous une forme carbonatée comme le carbonate de calcium. Je vais ainsi commencer par vous présenter quelques résultats que j'ai obtenus au laboratoire déporté, donc les expériences in situ. Je passerai après à la partie laboratoire afin de contrôler tous les paramètres. Donc d'abord sur la formation du dépôt calcomagnésien sur acier galvanisé, puis sur la partie incorporation des éléments métalliques au sein du dépôt avec les cas du nickel et du plomb, seuls et simultanés. Enfin, je terminerai par les conclusions et quelques perspectives. Donc tout d'abord des résultats sur les expériences in situ. Le site où le laboratoire déporté est installé se situe dans la baie de Nambo, à Nouméa, donc qui est ici. Et ce site a la particularité d'être dans une zone portuaire et industrielle. On voit qu'il est situé très près de la SLN, l'usine métallurgique. Il est aussi sur le trajet minéralier. Le site et l'électricité est mise à disposition par le service phare et balise de la DI3T du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et comme vous pouvez le voir, le site est entouré d'entreprises. L'analyse de l'eau de mer de Nambo montre que cette eau est riche en éléments métalliques, surtout en nickel, chrome et zinc, où les concentrations sont bien supérieures aux concentrations que l'on retrouve à l'extérieur du lagon. Le laboratoire a été monté par notre équipe. Les électrodes sont fixées sur une structure en bois et un boîtier électrique permet d'avoir 6 voies indépendantes. Des contre-électrodes en titane platiné qui sont inertes sont placées de part et d'autre l'électrode de travail afin d'éviter les problèmes de courant vagabond. L'électrode de travail est une grille d'acier galvanisé de type cage à poule et les conditions expérimentales effectuées ici sont une forte densité de courant pendant 7 jours et une densité de courant relativement faible durant 7 et 30 jours. La photographie des dépôts obtenus nous montre bien qu'on a un dépôt relativement épais même après 7 jours puisque les structures métalliques sont totalement recouvertes. Voilà l'analyse des éléments métalliques que l'on a effectués et on remarque la présence de 6 éléments métalliques, même après seulement 7 jours. La présence du chrome, du fer, du nickel, du cuivre, du zinc et du plomb. Le fer et le zinc peuvent provenir de notre électrode en acier galvanisé. Par contre, les 4 autres éléments sont des éléments qui étaient présents dans l'eau de mer et qui ont été précipités dans le dépôt. Donc ces résultats sont très prometteurs quant à la suite pour la technique de dépollution. Maintenant, je vais vous montrer comment se passent les expériences en laboratoire.
Donc l'électrode de travail utilisé est toujours de l'acier galvanisé, mais cette fois il provient d'une bobine achetée également dans le commerce. L'acier galvanisé est un acier recouvert d'un revêtement en zinc et on estime l'épaisseur de notre revêtement à 7 micromètres. Et l'analyse des 25 micromètres en surface nous montre que la galvanisation est pratiquement que du zinc. Les solutions utilisées sont de l'eau de mer artificielle ou naturelle. Les contre-électrodes inertes sont séparées du bain de travail par un pont salin afin d'éviter l'acidification du milieu par les réactions d'oxydation qui se passent à sa surface. Les potentiels que je vais vous présenter par la suite seront toujours par rapport à l'électrode au calomel saturé ECS. Et les solutions ont toujours été agitées. J'ai donc, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, travaillé en courant imposé. Donc le suivi de la réponse en potentiel a permis de contrôler les conditions de formation du dépôt calcomagnésiens. Des analyses minérales ont été effectuées pour identifier les phases cristallisées en volume dans l'ensemble du dépôt et localement. Et enfin, des analyses élémentaires ont été faites pour connaître la distribution spatiale des éléments dans le dépôt et quantifier les éléments piégés. Maintenant, je vais vous présenter quelques résultats obtenus sur la formation du dépôt calcomagnésiens sur acier galvanisé. Tout d'abord, j'ai voulu comparer l'électrode d'acier galvanisé aux deux matériaux qui la composent, l'acier et le zinc. Donc j'ai effectué des courbes courant potentiel qui consistent à mesurer la réponse en courant pour un potentiel donné. En rouge, on a la réponse, la courbe pour l'acier galvanisé, en noir celle du zinc et en bleu celle de l'acier. Comme l'acier galvanisé est un acier recouvert d'une couche de zinc, on peut s'attendre à ce que leurs comportements soient similaires. C'est relativement le cas du potentiel de corrosion jusqu'au palier de réduction du dioxygène. Par contre, pour des potentiels plus cathodiques, à partir de moins 1,4 volts, la courbe de l'acier galvanisé tend à rejoindre celle de l'acier. Lors des études antérieures réalisées par Alaric Zanibellato durant sa thèse, il a montré que pour former un dépôt calcomagnésien en volume, il vaut mieux se placer à la fin du palier du dioxygène et au début de la réduction de l'eau. Sauf qu'à ces potentiels-là, on remarque bien que les comportements sur les électrodes sera différent puisque le zinc est toujours sur son palier de réduction du dioxygène alors que l'acier est déjà sur sa réduction de l'eau. Ici, on va travailler en courant imposé et on remarque ici encore que les comportements seront différents puisque le potentiel pris par le zinc est beaucoup plus cathodique que le potentiel pris par l'acier. Ainsi, j'ai réalisé des dépôts calcomagnésiens sur ces électrodes à une densité de courant de moins 300 microampères par centimètre carré. Et comme ce que l'on prévoyait, le potentiel de l'acier est beaucoup moins cathodique que le potentiel du zinc. Et le comportement de l'acier galvanisé est entre les deux. Il va d'abord rejoindre le potentiel du zinc, puis va remonter avec le temps. On s'est donc demandé pourquoi cette remontée de potentiel et si en fait ce n'était pas un problème de mise à nu de l'acier de l'électrode. C'est pourquoi j'ai réalisé des décapages électrochimiques sur des électrodes galvanisées en mettant à nu des proportions croissantes d'acier. Ici, vous pouvez voir les réponses en potentiel de l'acier brut et en rouge le potentiel de l'acier galvanisé. Et on remarque même qu'avec 10 et 20% d'acier en surface, les potentiels pris par les électrodes sont celui de l'acier brut. Également, lorsqu'on regarde les dépôts formés, on remarque que les dépôts blancs caractéristiques du dépôt calcomagnésien s'est formé sur les parties où la surface d'acier a été mise à nu, alors que le reste de la surface a un dépôt plutôt noir-gris. Et l'analyse sur cette surface a montré la présence de produits de corrosion du zinc. On a donc ici mis en évidence que le courant va passer préférentiellement par l'acier et non homogénément le long de l'électrode, et provoquant ainsi une corrosion résiduelle du zinc sur la surface. On peut donc imaginer
que si notre électrode galvanisée comporte des défauts ou le revêtement est détérioré, on va avoir alors le courant qui va remonter, le potentiel qui va remonter, et le dépôt formé sera donc non uniforme sur la surface. Cette remontée de potentiel a été observée systématiquement sur des expériences à longue durée. Donc j'ai ensuite évalué l'effet de la densité de courant sur la formation des dépôts calcomagnésiens. Et on remarque qu'à partir de moins 150 microampères par centimètre carré, les potentiels pris par les électrodes sont très cathodiques, aux alentours de moins 5 volts, ce qui laisse entendre la formation d'un dépôt calcomagnésien. En revanche, pour les densités de courant plus faibles, moins 50 et moins 100 microampères par centimètre carré, le potentiel est celui du potentiel de corrosion de l'électrode et va remonter avec le temps. Et les analyses du peu de dépôts formés à ces densités de courant-là ont montré la présence de SiO2 et de calcite qui sont caractéristiques des sédiments marins, mais également de produits de corrosion du zinc. Donc on n'a ni bauxite ni aragonite, on n'a pas de dépôt calcomagnésien sur l'électrode, donc ces densités de courant sont trop faibles pour former des dépôts. En revanche, pour les densités de courant plus fortes, on obtient bien des dépôts de plus en plus épais lorsque la densité de courant augmente. Également, on remarque l'influence de la densité de courant sur la composition des dépôts, puisque plus la densité de courant augmente et plus la proportion en bauxite augmente, et mécaniquement la proportion en carbonate de calcium diminue. Si je résume rapidement ce que nous venons de voir, ici on a vu que le revêtement en zinc de l'acier galvanisé, s'il est détérioré, on va avoir des mises à nu de l'acier et ainsi le courant va circuler préférentiellement par ses défauts, provoquant une corrosion résiduelle du zinc et du coup un dépôt calcomagnésien non homogène. Il est nécessaire d'appliquer une densité de courant minimale de moins 150 microampères par centimètre carré pour avoir un dépôt calcomagnésien en volume. Et enfin, plus la densité de courant augmente et plus le dépôt est épais et plus le pourcentage de bauxite est important et le pourcentage de carbonate de calcium diminue. Comme on a vu précédemment que le nickel précipiterait plutôt sous une forme hydroxyde et le plomb plutôt sous une forme carbonatée, on peut donc d'ores et déjà imaginer que cette densité de courant va avoir une influence sur l'efficacité du piégeage. Maintenant, je vais parler de l'étude de l'incorporation des éléments métalliques au sein du dépôt calcomagnésien, avec les cas du nickel et du plomb, d'abord seuls, puis simultanément. J'ai choisi d'utiliser des concentrations en contaminants très supérieures par rapport aux concentrations que l'on retrouve naturellement. Ma première concentration, que l'on notera PB0 et NiCO0, est la solubilité du sel métallique dans l'eau de mer. Ensuite, des multiples ont été utilisés afin de garantir un réservoir constant en éléments métalliques dissous dans la solution. Et je le rappelle, les formes attendues pour le nickel est la forme hydroxyde NiOH2 et la forme attendue pour le plomb est une forme carbonatée, hydratée ou non. J'ai réalisé des courbes courant potentiel dans des solutions contenant des concentrations en nickel croissantes. En vert, c'est la courbe sans contamination et le reste donc avec du nickel en solution. Et on remarque que lorsqu'il y a du nickel en solution, on est en présence d'une réduction supplémentaire par rapport à une solution sans contaminant. On a émis l'hypothèse que cette réduction était la réduction des Ni de plus directement sur la surface de l'électrode. Et je le rappelle, nous souhaitons piéger les éléments métalliques au sein du dépôt en volume et non pas directement sur la surface. Donc il a été choisi d'ajouter les sels de nickel 24 heures après le début de la polarisation. Des dépôts ont été formés à différentes densités de courant. Les potentiels, ici un exemple de réponse en potentiel où on remarque que les potentiels pris sont très cathodiques aux alentours de moins 1,5, moins 1,6. Le fait important ici, c'est la couleur des dépôts, puisque plus les dépôts obtenus sont verts et plus la concentration en nickel est importante dans l'eau de mer et plus l'intensité est forte
du dépôt. Également, lorsque la densité de courant augmente, l'intensité est de plus en plus, la teinte verte est de plus en plus intense lorsque la densité augmente. On peut donc d'ores et déjà imaginer que la concentration de nickel dans le dépôt va augmenter suivant ces deux paramètres. Ici, une coupe transverse d'un dépôt formé avec du nickel, et on remarque que le vert caractéristique du nickel est réparti dans l'ensemble du dépôt. Donc, il est bien intégré dans l'ensemble du dépôt, et l'analyse par image MEB en contraste suivant Z montre des zones, des teintes grises correspondant à des éléments métalliques différents, avec des zones riches en calcium en 1, des zones riches en magnésium en 3, mais également des zones qui correspondent aux zones vertes du dépôt, qui sont riches en nickel et en magnésium. L'analyse par microspectroscopie Raman de ces zones vertes ont montré la présence d'hydroxyde de nickel NiOH2, ce qui confirme les prédictions théoriques thermodynamiques. Donc le nickel est bien intégré dans le dépôt et précipité sous sa forme hydroxyde. J'ai ensuite caractérisé les dépôts formés par DRX, et ces analyses ont montré que seules les phases majoritaires brucite et aragonite sont identifiées à partir de ces spectres. Cependant, les dépôts étaient verts, donc on sait que le nickel était présent. Si l'on zoome sur les 3 premiers pics, on remarque tout de même un élargissement du pic de brucite lorsque la concentration en nickel augmente. Les cristallographies du NiOH2 et du MgOH2 sont très proches. Ils ont le même système cristallin, le même groupe de symétrie, et ils ont des paramètres de maille très proches. Les pics révélés par DRX sont donc très proches également. Et il est possible qu'en fait, ce pic qui s'élargit représente un mélange MgOH2 et NiOH2 plutôt que seulement la brucite. J'ai quand même quantifié ces phases brucite-aragonite afin de voir l'influence que pouvaient avoir ces paramètres. Et comme ce que l'on a vu sans contaminant, plus la densité de courant augmente et plus la proportion du brucite en très plein augmente. Également, plus la concentration en nickel en solution augmente et plus le pourcentage de brucite va également augmenter. Comme ce que l'on a vu tout à l'heure, il est possible qu'en fait, ce pic de brucite soit composé du MgOH2 et du NiOH2. Donc, la présence de nickel va favoriser les phases brucitiques. J'ai ensuite réalisé des quantifications du nickel piégé dans le dépôt par dissolution du dépôt afin de mesurer le nickel dans le dépôt. On remarque que plus la densité de courant augmente et plus la masse de nickel piégé dans le dépôt augmente. Ça reste plutôt logique puisque quand la densité de courant va augmenter, on va avoir plus d'ions OH- et donc favoriser les formes hydroxydes. En revanche, ce qui nous a interloqué, c'est que plus la concentration en nickel augmente en solution et plus on a du nickel dans le dépôt. Pourquoi ça nous a paru bizarre? C'est parce que comme on est toujours supérieur à la solubilité dans nos solutions, notre concentration en Ni2+ est toujours la même, quelles que soient les solutions. Et les solutions étaient également agitées, pardon. Donc les concentrations du Ni2+ à l'interface métal-solution sont toujours également constantes. Donc on aurait dû retrouver, en fait, si seuls les ions Ni2+ précipités dans le dépôt, on aurait dû retrouver les mêmes masses de nickel dans le dépôt. On a donc pensé que c'était des grains de NiCl2 qui sont plus nombreux à Ni x 20 à Ni x 100 qu'à Ni0, qui sont également piégés en solution. Et donc c'est pour cela que l'on voit une augmentation du nickel piégé dans le dépôt. J'ai ensuite évalué l'effet du temps sur la précipitation des éléments métalliques, donc de 8 à 30 jours. Le potentiel pris par les électrodes sont aux alentours de -1,6, puis va remonter avec le temps comme ce que l'on a vu précédemment.
Les dépôts obtenus sont de plus en plus épais lorsque le temps est de plus en plus long et l'on remarque la présence d'îlots verts sur chacun des dépôts caractéristiques du nickel. Les quantifications ont été effectuées donc par dissolution du dépôt et on remarque que la quantité de nickel piégé dans le dépôt va augmenter avec le temps. Si l'on calcule le rendement d'incorporation, c'est-à-dire la masse de nickel incorporée dans le dépôt sur la masse de nickel incorporée en solution, on remarque qu'à 14 jours, 41% du nickel présent en solution a été piégé dans le dépôt et après 30 jours, près de 52% du nickel qui était présent en solution a été piégé dans le dépôt. Donc la quantité de nickel semble augmenter avec le temps sous polarisation. Il est connu dans la littérature que la phase d'hydroxyde MgOH2 a tendance à se redissoudre du dépôt calcomagnésiien au contact avec l'eau de mer, puisque le pH de l'eau de mer est inférieur au pH de précipitation du MgOH2. Comme le nickel précipite sous la même forme NiOH2, on s'est posé la question s'il allait éventuellement se relarguer aussi. 2 expériences ont été réalisées en 2 étapes. La première étape est commune aux 2 expériences, c'est-à-dire que pendant 7 jours, le dépôt a été formé dans une solution contenant du nickel à moins 300 microampères par centimètre carré. Au bout des 7 jours, la solution d'eau de mer a été changée pour une solution propre, sans contaminant. Et là, les conditions ont changé entre les 2 expériences. La première a subi une coupure de polarisation, c'est-à-dire qu'on a coupé le courant durant les 7 jours suivants. Et la deuxième, la polarisation est maintenue à moins 300 microampères par centimètre carré. Les réponses en potentiel sont donc communes aux expériences jusqu'à 7 jours. Au bout de 7 jours, les conditions changent, donc les réponses en potentiel changent. Lorsque l'on maintient la polarisation, le potentiel reste très cathodique aux alentours de moins 1,5, moins 1,6, alors que quand on coupe la polarisation, le potentiel remonte au potentiel de corrosion de l'électrode. Les dépôts formés présentent également des îlots verts caractéristiques de la présence de nickel dans les 2 cas. Ainsi, lorsque l'on mesure les masses de nickel piégées dans le dépôt, on remarque que lorsque l'on coupe la polarisation, la masse de nickel diminue par rapport aux témoins de 7 jours. Cette diminution est quand même légère, légère et pardon. le NiOH2 va donc subir le même effet que le MgOH2 du dépôt et va légèrement se relarguer. Par contre, lorsque l'on maintient la polarisation, le dépôt va continuer de croître. On voit que la masse de dépôt a augmenté par rapport au témoin de 7 jours. Et le nickel reste piégé puisque la quantité de nickel dans le dépôt est quasiment identique au témoin de 7 jours. Maintenant que je vous ai montré des résultats obtenus avec le nickel seul, je vais vous montrer les résultats du plomb seul. Donc, également, j'ai réalisé les courbes courant potentiel dans de l'eau de mer pour différentes concentrations en plomb. En vert, toujours la courbe sans contamination et les autres avec des concentrations en plomb en solution. Ici encore, comme pour le nickel, on observe une réduction supplémentaire, donc qu'on a supposé être la réduction du pp2+ sur l'électrode. Donc là encore, l'ajout du sel de plomb sera effectué 24 heures après le début de la polarisation. Les dépôts ont été formés dans des concentrations d'eau de mer contenant du plomb pour différentes densités de courant. Les réponses en potentiel sont toujours aux alentours de moins 1,6, mais cette fois, contrairement au nickel, les dépôts formés ne montrent pas de distinction visuelle de la présence du plomb dans le dépôt. L'analyse des RX ne nous montre pas également de la présence du plomb lorsque l'on regarde ces spectres, mais si l'on zoome sur ces 3 premiers pics, on peut peut-être supposer une légère augmentation de l'intensité du bruit de fond, pouvant correspondre au carbonate de plomb hydraté. Également, on observe une légère
un léger élargissement des pics d'aragonite lorsque la concentration en plomb diminue. Et on peut supposer la présence d'un composé mixte CaPbCO3 qui comporterait du coup moins de plomb à faible à Pb x 20. Donc ce composé de plomb comporterait moins d'éléments plomb à Pb x 20 qu'à Pb x 100. Donc les cristallites seraient donc plus petites à Pb x 20 qu'à Pb x 100, et ce qui provoquerait un élargissement des pics d'aragonite. Mais il est quand même très difficile à partir de ces spectres de déterminer si oui ou non le plomb a précipité dans le dépôt. J'ai quand même quantifié les phases brucite-aragonite présentes dans le dépôt, avec en très plein les proportions en brucite, et comme ce que l'on a vu précédemment, la proportion de brucite augmente avec la densité, à part dans le cas du Pb x 20. Également, le pourcentage d'aragonite augmente entre Pb x 100 et Pb x 50, et donc on peut supposer que comme le nickel augmentait les phases brucitiques avec l'étude du NiOH2, peut-être qu'ici le plomb va augmenter les phases carbonate. Ici une photo, une image MEB donc en contraste suivant Z d'une coupe transverse de dépôt. On remarque ici le disque de l'acier, donc du fer, et en noir le carbone de la résine. Le dépôt a ainsi deux nuances de gris, donc le plus foncé correspond au magnésium et le plus clair correspond au calcium. Mais on remarque également des zones plus brillantes correspondant à un élément métallique plus lourd. L'analyse EDS nous montre que c'est bien la présence du plomb dans le dépôt. Cependant, comme ces zones brillantes étaient dans ces trois cas à la surface du dépôt, je me suis demandé si ce n'était pas des grains de PbCl2 en fait qui se seraient incrustés dans la brucite lors de la formation du dépôt. Sauf que l'analyse du chlore à ce même endroit est quand même plus éparse et moins intense, donc il est difficile de déterminer à partir de cette analyse si c'est du PbCl2. L'analyse Raman nous donnerait cette information. Seulement, les concentrations en plomb sont très inférieures par rapport aux concentrations en calcium et magnésium dans le dépôt, et je n'ai pas réussi à analyser un composé de plomb sur la surface du dépôt. Par contre, la quantification chimique élémentaire nous indique que le plomb est bien dans le dépôt, puisque l'on a mesuré des quantités de plomb suivant les densités de courant et suivant la concentration en plomb dans l'eau de mer. Contrairement au nickel, la variation de la masse de plomb est beaucoup plus variée par rapport à la densité de courant. Donc il est difficile à interpréter une densité de courant optimale en fait quant au piégeage du plomb. Mais comme ce que l'on a vu pour le nickel, la masse de plomb piégée augmente avec la masse de plomb en solution. Donc on serait en présence ici du piégeage du Pb2+ et du PbCl2. L'effet du temps a également été évalué. Donc les potentiels sont toujours très cathodiques, puis vont augmenter au potentiel que pourrait prendre l'acier. Et les dépôts obtenus sont de plus en plus épais lorsque le temps est de plus en plus long. On remarque ici, à 14 jours, la présence de grains noirs qui n'a malheureusement pas été identifiée. Les quantités de plomb piégées ont été mesurées par analyse chimique et on remarque ici, contrairement au nickel, on ne voit pas une augmentation flagrante de la quantité de plomb en fonction du temps, mais plutôt un palier, un seuil de rendement qui serait aux alentours de 24%, soit aux alentours de 2 mg de plomb dans le dépôt. On peut imaginer que si le plomb précipite sous une forme carbonatée, les ions CO3 de moins sont limités puisqu'ils sont formés par des réactions successives et donc ils seraient limitants pour la précipitation de ce composé de plomb.
Maintenant que l'on a vu le nickel seul et le plomb seul, j'ai étudié le nickel et le plomb ensemble en solution. Comme ces deux composés ont des solubilités très différentes, j'ai choisi de prendre une concentration suffisamment élevée en nickel pour garantir le réservoir en ion Ni2+, mais pas trop élevé pour le plomb afin de ne pas avoir des trop grosses concentrations. Donc j'ai choisi une concentration de 10-4 mol par litre qui est inférieure à Ni x 20 mais supérieure à Pb x 100. Les réponses en potentiel sont comme d'habitude très cathodiques aux alentours de -1,6 et les dépôts obtenus sont de plus en plus épais lorsque la densité de courant augmente. Ce résultat est très intéressant puisque on voit que le nickel et le plomb vont réagir différemment suivant la densité de courant. Le nickel va augmenter, la quantité de nickel dans le dépôt va augmenter lorsque la densité de courant augmente, alors que celle du plomb va diminuer. Ces résultats semblent confirmer que le plomb va précipiter sous une forme carbonatée, puisque si les densités de courant vont favoriser les phases hydroxydes, donc MgOH2 ou NiOH2, les faibles densités de courant vont alors favoriser les formes carbonatées, le carbonate de calcium ou ici une forme carbonatée du plomb. Ces résultats sont également importants quant à l'efficacité de la méthode de piégeage, puisqu'on voit bien que l'efficacité sera différente suivant les contaminants. Donc il faudra prendre en compte sous quelle forme les éléments métalliques vont précipiter afin d'utiliser une densité de courant qui va maximiser en fait l'efficacité des éléments qui sont présents. Donc pour conclure, nous avons vu que la mise en place in situ de cette méthode est réalisable assez facilement et qu'on a mesuré du chrome, du cuivre, du fer, du nickel, du plomb et du zinc dans les dépôts après seulement 7 jours. En ce qui concerne les paramètres sur le dépôt calcomagnésiien sur acier galvanisé, on a remarqué que si l'électrode galvanisée comportait des défauts, une mise à nu de l'acier, le courant va alors passer préférentiellement par ces défauts et le dépôt obtenu sera non uniforme, pouvant provoquer même une corrosion résiduelle du zinc. Il est nécessaire d'utiliser une densité de courant minimale de moins 150 microampères par centimètre carré pour former un dépôt calcomagnésien en volume, et le pourcentage de brucite dans le dépôt va augmenter avec la densité de courant. En ce qui concerne la précipitation des éléments métalliques, nous avons vu que le nickel va précipiter sous une forme hydroxyde NiOH2 et qu'il sera favorisé par des fortes densités de courant. Le plomb, lui, semble précipiter sous une forme plutôt carbonatée et sera du coup favorisé par des densités de courant plus faibles. Bien que la concentration en nickel et plomb au sein du dépôt augmente légèrement avec le temps, il semble tout de même tendre vers une limite propre à chaque élément. Et enfin, l'arrêt de la polarisation va provoquer une légère dissolution des phases hydroxydes MgOH2 et NiOH2. Donc, il faudra maintenir la polarisation pour éviter ce relargage. Quant aux perspectives, il faudrait identifier sous quelle forme les éléments métalliques, dans un premier temps, ceux analysés à Numbo, vont précipiter pour avoir une idée, pour ensuite estimer la perte possible pour chaque contaminant. Il faudrait réaliser un plan d'expérience à Numbo plus complet avec différentes densités de courant et différents temps afin ensuite d'optimiser la technique. Pour une utilisation à grande échelle de cette technique, il faudrait tout d'abord effectuer un bilan carbone afin de vérifier si la technique est respectueuse de l'environnement. Il faudrait également réaliser des expériences en eau douce, puisque les eaux douces possèdent également des contaminations. Elles ont les mêmes éléments, les eaux douces ont les mêmes éléments dans leur eau, mais à des concentrations beaucoup plus faibles. Enfin, il faudrait la formation du dépôt dans des sédiments marins serait intéressant, puisque comme je l'ai mentionné au début de la présentation, les sédiments comportent plus de 99% des contaminants. C'est déjà le cas d'un projet, le projet Géocapor par l'entreprise Géocorail.
Je voudrais d'abord remercier l'ANR Ecocoral ainsi que les partenaires du projet qui ont toujours été disponibles pour moi, le service des phares et balises de la DI3T pour la mise à disposition du site de Numbo, l'IRD pour m'avoir laissé utiliser le microspectromètre Raman, ainsi que tous les membres des laboratoires LASI et de l'ISEA, et plus particulièrement Monica qui a réalisé les analyses chimiques. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Alors je prends le micro parce que si je veux te regarder en discutant, on va moins m'entendre derrière. Merci pour cette présentation claire, efficace, puisqu'il est que 18h42 finalement. Puis je vais passer la parole au premier de tes rapporteurs, donc Eric Lichfouz. Merci pour la présentation. Donc moi, je crois que je suis le seul à pas être un spécialiste de l'électrochimie, donc je te fais confiance sur la justesse des résultats. Donc par contre, je suis éditeur d'une revue qui s'appelle Environmental Chemistry Letters et je suis chimiste aussi. Hein. Donc je vais avoir plutôt des remarques un peu globales. Voilà. Alors moi, je trouve déjà le sujet extrêmement intéressant, puisque la pollution, c'est un problème connu et reconnu, mais pas résolu. C'est global. On est aussi en période de changement climatique, donc ça peut aussi jouer. Et actuellement, on souffre de méthodes, on manque de méthodes de décontamination. Les méthodes qui existent sont souvent elles-mêmes polluantes et le problème va s'accentuer. Et en fait, quand j'ai lu cette thèse, ça m'a fait beaucoup penser au géoengineering, enfin l'ingénierie géologique, hein, qui consiste à remédier la planète en fait. Voilà. Alors après, sur la forme. Alors la forme, moi, je l'ai dit dans le rapport, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est-à-dire que pour moi, c'est dans le top 5% de ce que j'ai lu en termes de clarté, d'écriture, d'organisation du manuscrit. Bon, c'était long, mais très bien lisible, très bien organisé. J'ai bien aimé aussi l'approche laboratoire et terrain, hein, puisque souvent les gens se cantonnent soit au terrain, soit au laboratoire, donc c'est bien complémentaire. Alors sur le fond, on perçoit très clairement une très bonne approche scientifique c'est-à-dire que tu cherches à comprendre le phénomène, les différents facteurs qui vont présider à la formation des dépôts calcaires, qu'est-ce qui est différent entre le nickel et le plomb. Enfin, on sent le scientifique. Voilà. J'ai beaucoup appris, c'était un plaisir, hein, très intéressant. Et je dirais que globalement, pour moi, hein, qui suis pas spécialiste, c'est une nouvelle méthode qui permet d'immobiliser des polluants assez rapidement, hein, parce que les rendements, j'ai noté le chiffre de 43%, donc bon, ça me semble beaucoup. Enfin voilà, ça me semble important. Et donc on manque de méthodes, hein, de décontamination. Et en plus, c'est une méthode qui est, comme on dit, verte, hein, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'électricité solaire, c'est un processus passif, on dépense peu d'énergie, voilà, c'est pas une grosse usine avec beaucoup de fumée, c'est très sympa pour l'environnement. Alors, donc globalement, moi, mon avis du manuscrit, il est excellent. Je l'ai écrit dans le rapport. Voilà. Et je pense que tu as vraiment des qualités d'explication, au moins par écrit, et comme on vient de le voir aussi par oral, pour probablement enseigner. Hein.
Alors après, quelques questions. Alors, question plutôt générale. Moi, je me suis tout de suite posé la question. Donc là, on forme un dépôt calcaire. Donc, il y a du carbone dedans. Et comme mon sujet de recherche, c'est la séquestration du carbone dans les sols, je me suis tout de suite demandé combien on peut séquestrer de carbone sous forme de carbonate et en combien de temps. Alors peut-être que je ne sais pas répondre à cette question. Moi, c'est ma curiosité. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de calculer ça ou J'avoue que j'en ai aucune idée. Pardon. Peut-être que les personnes qui sont assises à côté de vous pourront répondre à ce genre de questions. Mais moi, je ne sais pas du tout. Je suis désolée. Ouais, voilà, je pense que ça. Enfin, c'est une question, je pense, importante parce que dans le cadre du changement climatique qui risque un jour ou l'autre de faire très mal, on va avoir besoin de méthodes très rapides pour diminuer le gaz carbonique de l'atmosphère. Peut-être quelque chose à faire par la suite, je ne sais pas. Je me suis aussi demandé, est-ce que cette méthode de séquestration, elle diminuait donc la toxicité des métaux? Est-ce que ça a été étudié ou pas? Dans le sens où c'est pris dans une gangue solide. Disons qu'ils seront piégés dans le dépôt. Ensuite, on peut retirer la grille et les réutiliser, enfin redissoudre le dépôt et les redévelopper après, récupérer seulement les métaux et après les recycler en fait. D'accord. Okay. Donc ouais, c'est plus une méthode de recyclage. Moi, je vois ça plutôt comme ça, oui. De former le dépôt à l'endroit où il y a une contamination, on retire la grille, on redissout le dépôt, on récupère les éléments métalliques, puis on replace une grille à cet endroit-là. Ouais, d'accord. Une question, alors cette fois-ci plus précise, c'est en regardant une diapositive. Tu disais que la répartition du nickel dans le dépôt était plutôt homogène. Et en fait, on voit des taches vertes quand même à certains endroits. Et je m'étais demandé, est-ce que c'est vraiment si homogène que ça dans le dépôt, ou est-ce qu'il y a des... En fait, ce que je voulais dire, c'est que donc le vert est caractéristique du nickel et que l'on en retrouve partout, que ce soit en surface comme à l'intérieur du dépôt. C'est ça que j'ai voulu dire quant à la répartition homogène. D'accord. Okay. Et je me suis posé la même question quand tu as parlé de grains noirs. Ah oui. Ici, c'est grains noirs. Donc, je suis pas un spécialiste en cristallographie, mais je me demandais s'il n'y avait pas une cristallisation préférentielle à certains endroits. En fait, ici, ce qui m'a surpris, c'est que le dépôt calco-magnésien est blanc, la brucite est blanche, le carbonate de calcium est blanc, et les composés du plomb qui étaient thermodynamiquement possibles sont blancs aussi. Et c'est seulement dans ce cas-là que j'ai eu la formation de grains noirs à la surface. Je n'ai pas pu les identifier. Après, j'ai lu qu'il est possible qu'il y ait un mélange MgO-OH2-MgO, en fait, un composé mixte de ces deux précipités, en fait, qui est noir. Alors, je me suis dit que peut-être c'était ça, mais c'est une hypothèse. D'accord. Et une autre question qui est peut-être un peu liée, c'est est-ce qu'il peut y avoir précipitation des métaux sous forme métallique? C'est ce qu'on suppose, en fait, avec les pics de réduction en fait ici, comme c'est connu l'électrozingage, l'électronickelage, on va appliquer un champ électrique et les éléments métalliques vont précipiter en fait, vont faire un revêtement de zinc ou de nickel ou quoi que ce soit, et du coup cette réduction là, c'est sûrement ça, c'est la réduction des ions en fait qui précipite
sur la surface. C'est pas ça la question. D'accord. Ok. Et une dernière question, c'est, alors moi je suis un spécialiste de la matière organique. Je voulais savoir s'il y avait un rôle de la matière organique dans ce processus de formation du. Oui, de toute façon, la matière organique, bon, c'est pas encore précis, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais il est sûr qu'elle va favoriser une certaine forme du carbonate de calcium, parce que le carbonate de calcium peut former soit de l'aragonite, soit de la calcite ou de la vatérite. La matière organique va favoriser plutôt une forme ou une autre. Également, j'ai remarqué que lorsque je fais des expériences en milieu naturel, dans de l'eau de mer naturelle, je suis toujours en présence de calcite à hauteur de 5-6% en fait dans le dépôt, alors qu'en eau de mer artificielle fabriquée au laboratoire, c'est toujours inférieur à 1%. Donc il y a forcément un lien. Ça va jouer sur le piégeage également, je suis sûre. D'accord, merci. Bon, bah moi j'ai terminé. Encore une fois, bravo, c'est une très bonne Merci. thèse. Et je vais passer la parole au président. Merci Eric. Donc ton deuxième rapporteur, Ottavio Gil. Oui, bon, je vais essayer de ne pas être trop long parce que ta thèse est vraiment très intéressante, donc ça ouvre la porte à beaucoup de discussions. Et je commence par remercier l'invitation des Calédoniens qui viennent donc qui sont ici aujourd'hui, qui deviennent des partenaires depuis la création du projet EcoCorail. Je pourrais pas oublier Monsieur Dinut, Jean-François Dinut, qui est le responsable pour qu'on soit ici ensemble aussi. C'est lui qui a ouvert ces ponts de collaboration entre La Rochelle. Moi, je travaillais avant, 10 ans à La Rochelle, hein, dans la même équipe que Marc. Et Jean-François était notre directeur qui a passé quelques années par ici. Donc, c'est une personne à qui il faut penser. Marc, pour avoir monté ces projets, c'est beaucoup de boulot. Donc, ça nous a permis aussi de beaucoup avancer dans la compréhension de tout ça. Et bien sûr, le plaisir d'être avec les autres membres du jury, Daniel, avec qui je travaille depuis longtemps. On est par hasard à la même université, mais pas dans le même laboratoire. Donc, je voulais commencer par là. Secondo, parler aussi du courage du sujet de thèse. C'est un sujet pas facile du tout. Je suis brésilien, donc de temps en temps, il y a l'accent qui vient, malgré les 30 années de France qui sont par là. Ah, donc j'ai oublié de dire aussi, c'est un plaisir d'être en Nouvelle-Calédonie et je me sens un peu dans un climat d'origine du passé. Bon, je voulais passer rapidement par là. Donc, je disais que donc le sujet, ça fait déjà depuis 93 qu'on a commencé à travailler à La Rochelle sur le dépôt calcaire, sur la précipitation du calcaire, du calco-magnésien. Et on était resté au départ à un dépôt avec des eaux artificielles sur or. Demain, je présenterai un peu des résultats. Et par la suite sur acier, et on est resté, moi particulièrement, toujours sur la forme des potentiels imposés. Donc le niveau de complication qu'on a mis dans nos travaux était pas aussi grand que celui-là, même si parfois, avec Marc aussi participant, on a touché la question de l'influence des argiles, des sédiments, et on a vu un peu d'influence des matières organiques. Donc il y a très peu de travail fait dans cette direction, mais c'est une chose très importante. Hein. Au milieu naturel, ça va avoir sûrement une influence. Donc c'est un sujet courageux. Je fais beaucoup d'éloges pour pouvoir commencer mes critiques, donc c'est un peu normal. Hein. C'est la façon d'y entrer. Il y a une discussion que j'ai avec Marc, René Sabot et Creuse depuis très longtemps. La question de travailler sur le potentiel imposé ou courant imposé pour la recherche, pas pour l'application, c'est évident. Mais donc il y a une question, ça me gêne pas du tout, hein, qu'il y ait un travail en courant imposé. Bien au contraire, je pense que ça nous permet de comparer des résultats et des situations différentes. Il y a une chose qui me gêne un peu, mais c'est pas ta faute, hein. Je discute ça avec eux depuis très longtemps, c'est la représentation en densité du courant. Tu calcules comment ta densité du courant? C'est ça que je voulais te poser comme question. Je divise le courant par la surface de l'électrode. Quelle surface? La surface active. Et c'est laquelle?
Ouais, Est-ce qu'elle est constante? à courant opposé, oui. Si tu as un dépôt qui se forme dessus, ta surface varie Oui, le dépôt va varier, oui. énormément. Donc en réalité, c'est que tu me donnes là, par exemple, devant les yeux, c'est pas une densité de courant, mais c'est un courant multiplié par un facteur. Ouais. Parce que c'est pas la réelle densité. C'est pas très gênant. La plupart des électrochimistes font comme ça. Je suis presque une exception dans l'histoire. Parce que ça vient un peu de la formation de dépôt conducteur. Il a travaillé en densité de courant, ou même en corrosion. La densité de courant, c'est l'obligation. Mais là, ça pourrait nous cacher, si on fait pas attention, la question que ta densité de courant est en train de varier énormément pendant la formation de ton dépôt. Mais bon, ça c'est une discussion aussi, c'est pas d'aujourd'hui, hein, donc c'est pas une critique. J'ai logé beaucoup les sujets de thèse, je viens sur cette question. L'autre aspect du sujet qui m'a toujours gêné un tout petit peu avec éco-corail, etc., c'était l'utilisation du zinc. Si je trouve que d'un point de vue d'application, ça peut simplifier parce que c'est plus facile d'acheter le zinc. D'un autre côté, il y a un côté pollution, un peu. Ta thèse montre très bien d'ailleurs, des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'aujourd'hui, qu'il y a une dissolution du zinc, une contamination des milieux, quand on travaille avec ces genres de substrats. D'un point de vue application, c'est pas cher, donc il y a... Par contre, d'un point de vue scientifique, c'est excellent parce que ça nous pose plein de questions. Et je pense que dans la recherche, c'est ça, c'est pas simplement les réponses qu'il nous faut, c'est ouvrir des questions. C'est vrai que c'est riche. Avoir mis le zinc là-dedans, ça complique beaucoup la situation. Je vais revenir. Parce qu'avant, je voulais faire l'éloge à ton travail. C'est arrivé. Donc, je suis entièrement d'accord sur la qualité du manuscrit. C'est très bien expliqué, très bien écrit, avec des résumés partiels, etc., discussions. Donc, c'est vraiment un excellent travail. Et ta présentation aujourd'hui, qui est d'un excellent niveau, vraiment très, très bonne, hein. Et pour un sujet qui est pas facile, avec une quantité de données gigantesque, et ça montre aussi combien tu as travaillé pendant tous ces temps. Et ça m'étonne pas qu'on va te garder par la suite. Donc là, encore une fois, je peux entrer aussi non, revenir aux critiques, hein. Donc, j'ai touché la question du zinc, la dissolution. J'ai une première question pour toi. Donc, est-ce qu'on pourrait travailler sans le zinc? Comment tu verrais la différence si tu travaillais avec d'autres matériaux? Secondo, comment transformer ton procédé dans un procédé industriel où on puisse récupérer en quantité? Parce que là, on est dans un bécher, hein. Oui, c'est par là qu'on commence. On a commencé avec l'or à La Rochelle, donc c'est pas du tout une critique grave. Il faut commencer un jour et ouvrir les questions, mais quelle serait la suite? Et tu as parlé aussi des procédés comme l'osmose inverse. Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir une complémentarité de ton procédé avec l'osmose inverse? Je te passe la balle. Alors, en ce qui concerne l'acier zingué, l'acier galvanisé, c'est vrai que tout ce que j'ai réalisé, en ce qui concerne l'incorporation, ça peut se faire sur acier brut, hein. Nous, on a choisi l'acier galvanisé parce que on ne trouve pas facilement de l'acier brut dans le commerce. C'est vraiment une solution de facilité. Et puis, c'était pas le choix le plus judicieux, certes, mais comme vous l'avez dit, ça a apporté plusieurs questionnements et c'était très intéressant. Par rapport au fait d'utiliser la méthode industriellement, en fait, hein, moi, je voyais ça comme placer des grilles à une sortie d'embouchure ou un endroit à forte contamination, en fait, où on sait que c'est pollué. Après, on cherche pas à tout décontaminer, mais au moins limiter la propagation des éléments métalliques plus loin. Ensuite, on peut, comme je disais, dans les sédiments, c'est vrai que il y a Geocorail qui avec son Geocapor, son projet Geocapor, qui pourra répondre à ce genre de questions, mais le projet est assez récent. Mais ça serait intéressant de placer des grilles dans les sédiments portuaires, par exemple, là où il y a beaucoup de contaminants, et de récupérer les grilles après. Voilà. En ce qui concerne l'osmose inverse,
En fait, j'ai du mal à imaginer ces techniques, l'osmose inverse ou même celle que j'ai présentée in situ, en fait. Donc, du coup, il faut prélever pour emmener dans une station de traitement et puis après remettre les sédiments. Donc, oui, ça serait sûrement complémentaire, mais pas in situ, du coup. Oui, il y a un projet, par exemple, il y a des projets qui existent pour combiner le détartrage électrochimique. Donc, on travaille encore avec des potentiels beaucoup plus violents. Daniel, on a travaillé ensemble sur un fer à repasser pour Seb Calor. Mais il y a des usines de traitement des eaux qui font ça, même pour l'eau de la ville. Et la grosse différence, c'est que c'est en continu. Et tu as quand même on met du jus, de beaucoup plus important qui c'est qu'on travaille là en courant imposé. Là, c'était d'ailleurs une cellule en potentiel imposé, mais 40 volts, on sort de l'électrochimie, on était vraiment dans la soupe totale, ça bouillait partout, l'hydrogène, etc. Donc, ces genres de procédés pourraient, je pense, dans un avenir, permettre de précipiter, parce que ça fait tomber complètement le dépôt au fond, et on peut le récupérer. Et là, donc, ça serait une façon de récupération peut-être. Et on pense à un projet justement de faire un procédé de traitement avant d'entrer dans l'osmose inverse, parce que l'osmose inverse a aussi un problème ça bloque les membranes. Et donc, enlever un peu du tartre avant, ça serait peut-être intéressant aussi. Donc, je pense qu'il y a des suites au projet avec les informations que tu as, qui sont très importantes, la question du potentiel, à quel potentiel on doit travailler pour chaque élément. Donc, il faudrait peut-être même avoir une multi-utilisation avec des pics de détartrage. Il y a plein de choses à imaginer là-dedans. Et donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant comme possibilité d'avenir. Bien, je vais venir sur quelques points. Ton travail, on pense utiliser des scories riches en nickel pour fabriquer des structures. C'est des idées qui sont dans l'air un peu. Est-ce que avec tes résultats, est-ce que ça pose des questions? Est-ce que ça va dans le bon sens? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a une thèse en ce moment qui est faite par Jordan Prévost ici, qui utilise la scorie pour former comme le géocorail dans des sédiments, dans les coquillages, tout ça. Il essaie de former le dépôt dans la scorie. Donc après, s'il y a un éventuel relargage de la scorie, ces résultats montrent que si l'on forme le dépôt dans la scorie, normalement le nickel ou ce qu'il peut y avoir sera piégé dans le dépôt. Et analyser ces relargages. D'ailleurs, c'est une question qui t'a posée, Eric. Je pense c'est un peu sur comment. J'ai des collègues qui sont chimistes liés à la géochimie un peu aussi, qui travaillent sur l'extraction séquentielle et que ça dépend de la fraction dans laquelle le matériau va se rencontrer, il sera plus ou moins mobile, et donc avec des conséquences qui sont différentes. Donc je pense que c'est une étude qui pourrait être complémentaire, et j'ai des collègues qui travaillent très bien là-dedans. Si ça vous intéresse, un contact un jour. Lydia Reinert, je sais pas si tu connais, je crois que bon, elle venait bien d'Alsace. Oui. Donc ils font un travail déjà sur le relargage des sédiments portuaires pour voir quels sont les éléments qui sont relargués. Nous on a travaillé ensemble sur la contamination par des anodes sacrificielles. Je parlerai un tout petit peu d'eux aussi. Donc je trouve que c'est un point intéressant d'aller voir pour cette thèse qui suit, qui est là. Donc on dit toujours, voici, que si les idées étaient bonnes vraiment, on les donnerait pas, on les vendrait. Mais bon, on sait jamais. Donc, je vais te demander de venir à un moment donné sur. T'as parlé. Je vais essayer de pas être trop long. T'as parlé d'attirer les métaux. Qu'est-ce que tu comprends par là? Je sais que c'est un peu piège, parce que c'est une question un peu particulière. Oui, c'était surtout pour aussi vulgariser, pour dire au même titre que le calcium et le magnésium,
en fait, qui vont précipiter. Donc, au niveau de l'interface, là où le pH sera du coup plus basique et où les conditions seront favorables à la précipitation, en fait, et là où les éléments métalliques, où ils seront là, ils vont précipiter aussi. Je sais que je te pose un piège un peu difficile, mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Hein, c'est pas très grave, c'est pas répondre. Quelle est la force motrice qui emmène ces ions à l'électrode? Est-ce que tu le sais? Ça, c'est... Ce sont des ions positifs, négatifs. L'électrode, est-ce que tu penses que c'est le courant? Est-ce qu'on transporte aussi des hydrogènes carbonates à la surface? Ils sont négatifs. Et on transporte des ions positifs, des ions négatifs, tout ça vers la surface. Est-ce que tu sais quelle est la force motrice essentielle? Je sais que c'est un peu vache comme question. En réalité, on imagine toujours que c'est la force d'attraction électrique et elle est complètement écrantée par la distribution des espèces ioniques autour à l'interface. Tu as dans le milieu marin, il y a beaucoup d'ENA, ils scellent beaucoup plus que les autres. Hein. Donc, quand tu branches ton potentiel, il y a des ions qui vont se distribuer à l'interface et ça forme un genre d'écran qui va réduire beaucoup cette forme d'attraction. Et en réalité, c'est la consommation de la matière qui crée... Non, c'est les équilibres chimiques, en fait. Donc, tu as une diffusion qui est basée sur la loi de Fick, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est vraiment... C'est un peu mon sujet de spécialité. J'ai toujours été lié au transport de matière, donc c'est un peu pour voir si ils mettent ça sur. C'est important cette idée quand on va imaginer des possédés. C'est pas vraiment, sauf si on travaille à 40 volts. Là, je réponds plus rien. Ça devient très compliqué. Mais dans l'électrochimie plus classique, c'est plutôt la diffusion convective avec l'agitation. Donc j'avais ça. Osmose inversée, je parlais composition. Est-ce que tu peux vers la 15 à peu près, tu avais une distribution, c'était le pH, en fonction du pH, les différents composés du nickel. C'est pas une question, c'est que quand j'ai regardé, c'était trop tard, je voulais voir une petite chose. Ça, c'est l'hydroxyde et nickel, oui, voilà. Oui, ça, c'est le nickel et ça, c'est le plomb. D'accord. Et tu n'as aucune forme possible de dissolution du nickel plus tard, hein? Sous forme d'un complexe, il n'y en a pas là, non? Il faut que j'échange mes lunettes. Il faut que j'échange mes lunettes. J'ai une lunette de lecture, l'autre. Il est en bleu, en fait. Donc, il va arriver pour des pH beaucoup. D'accord. Donc là, à partir d'un pH 12, tu commences à dissoudre ton nickel. Oui. D'accord? Pas par une question de dissolution, simplement. Donc, si tu es trop basique, tu vas tirer moins de nickel. Hein. Oui. Donc, très attention à la densité du courant. Si on a un courant fixe et une surface trop petite, la densité augmente beaucoup et le pH local peut devenir très, très basique et réduire l'efficacité de ton procédé. Donc, ça, c'est le côté où je préfère toujours maîtriser à la fois le potentiel et mais même avec un potentiel constant, la densité de courant n'est pas constante. Hein, ça, j'en parlerai demain. Mais c'est moins radical qu'ici, où on a vraiment des pH locaux qui peuvent être très basiques et dissoudre le nickel. C'est ça, j'avais vu passer rapidement. Là, je vois qu'il y a vraiment... Il n'y a rien d'équivalent pour les MG, d'ailleurs. Parce que s'il y a quelque chose pour l'MG, ça peut expliquer aussi une question que tu as écrantée un peu. Hein, la question de la température qu'on va laisser pour demain, sinon le public, on reste ici 3 heures. Hein. Mais ça peut venir aussi de là, parce qu'avec une température élevée, on pourrait avoir un pH tellement élevé. Le magnésium, j'ai cherché, j'ai pas trouvé rapidement. Moi, j'arrêtais toujours au MgOH2, je trouvais pas des formes complexées, au moins sauf si combiné à des choses un peu bizarres comme le zinc, etc. Je sais pas, je connais pas assez la chimie de magnésium pour les dire. Mais c'est une discussion pour demain. On va pas t'embêter avec ça. Encore, hein, désolé de prendre aussi longtemps, mais c'est la richesse de ton travail qui pose tout ça. Ah, le terme corrosion résiduelle, je n'ai pas aimé trop.
c'est un terme, tu as une corrosion résiduelle, c'est quand tu as une protection cathodique et tu as un peu de corrosion résiduelle malgré la protection. Et c'est simplement une question de nomenclature. Hein. Tu as un peu de corrosion à cet endroit. Et ça, montage, basification. Ah, ton montage. Tu as donc un pont salin. Tu as suivi le pH de la cellule de gauche? La cellule de travail? Oui. Oui, bah du coup, le pH augmente légèrement, bien sûr, puisqu'on va libérer des ions H-. Par contre, j'ai des durées de travail. En utilisant cette forme de cellules, oui. Merci. C'est pour des durées assez courtes, hein, c'était pour des durées de 7 jours. Donc, le pH n'augmentait pas non plus énormément durant 7 jours. Yes, tu as fait un calcul de la quantité de matière précipitée par rapport à tes concentrations? Non, j'ai pas fait ce calcul. Pour être sûr que t'as pas, parce qu'on pourrait avoir même un rendement supérieur si tu baisses beaucoup la concentration en nickel dans ta cellule. Après, ça baisse un peu la précipitation et ça pourrait venir. Donc, c'est sûr que partir de ça vers un système en continu, ça serait l'idéal. Mais bon, l'eau de mer contaminée au nickel en système continu, c'est pas évident du tout. Si, peut-être ici, peut-être à la sortie d'une mine déjà bien contaminée, on pourrait faire des tests bien particuliers. Mais tu as raison, c'est pas in situ, ça serait toujours en déviant l'eau pour passer sur un circuit. Ok. Masse. Bon, je crois que j'avais d'autres petites questions. Est-ce que tu pourrais revenir? Ah, l'analyse élémentaire, tu as fait par quelle méthode? Parce que en fait, il y en a plusieurs. Oui. En fait, c'est pour ça que je les ai pas cités. J'ai utilisé le SAA, donc la spectroscopie d'absorption atomique, oui. l'ICP optique et l'ICP-MS. Voilà, le MS a été utilisé pour ce qu'on a fait à Numbo. Pardon, c'est avant, pour avoir ces valeurs-là, pour être plus précise. Est-ce que tu as une idée des différences des sensibilités de ces techniques? Oui, pour l'ICP-MS, on est plutôt aux alentours du microgramme, alors que les deux autres techniques sont plutôt aux alentours du milligramme, en fait. D'accord. Donc, est-ce que tu saurais dire pourquoi tu as utilisé une ou l'autre à un moment donné ou... En fait, le SAA, c'est une analyse mono-élémentaire, c'est comme ça qu'on dit. Donc, et c'est un appareillage qu'on a sur le campus. Donc, c'était pour vérifier ou pour des erreurs, l'ICP et sur à l'IRD. Donc, c'était des analyses qui étaient payantes et elles sont multi-élémentaires. Donc, voilà. Et puis, bon, l'EMS pour être plus précis puisque l'optique n'était pas assez précise, les ICP optiques, pour avoir tous ces éléments, en fait. C'est très bien. Bien. Je crois que je vais arrêter par là, hein, sinon... Figure. J'avais marqué que vraiment les résultats de ta figure 46 étaient très, très intéressants. Si tu peux le mettre rapidement. Les derniers, là, avec le nickel et le plomb. Oui, c'est vraiment très important comme résultat. Je vais laisser un peu la parole à mes collègues, sinon je vais... Voilà. Ça, c'est d'un point de vue d'application pour l'avenir, ce sont des choses essentielles. Et je pense que ta thèse ouvre, je reviens sur l'aspect général, ouvre beaucoup de sujets nouveaux. On pourrait faire plusieurs thèses à partir de celle-là, hein. Aussi bien d'un point de vue électrochimique qu'avec la question d'étudier vraiment l'effet de la température sur le... C'est qu'on n'avait jamais vu ça. Hein. J'ai fait totale confiance à tes résultats. Donc, le problème, c'est l'explication. Même si Alaric, hier, entre deux bières, m'a laissé un peu donner quelques commentaires qui m'ouvrent des voies d'explication. On parlera de ça demain. Bon, félicitations encore. Félicitations aux encadreurs. Félicitations à ton travail qui est très important. Et je pense que tu as beaucoup d'avenir dans la recherche. Merci. Il y a beaucoup de questions à répondre. Oui. Bon, je passe la parole. Merci Ottavio. Moi, je vais prendre la casquette de l'examinateur maintenant, avant de passer la parole à tes encadrants. Mais d'abord, je voulais te féliciter
pour la présentation et puis pour le manuscrit quand même que j'ai eu à examiner, c'était très clair et d'un point de vue électrochimiste que je ne suis pas, c'était bien parce que j'ai pu suivre. Et donc ça m'a permis peut-être d'aller dans des détails où j'aurais pas dû aller après, mais on va en discuter. Merci aussi de m'avoir invité, hein, Peggy, Marc et Arnaud ici, parce que j'ai découvert la Nouvelle-Calédonie. Tu m'as indiqué pas mal de coins à aller visiter et j'ai pas tout fait, mais j'en ai fait un petit peu. Ouais. Et effectivement, je crois que à certains endroits, la question de la remédiation est tellement évidente. Hein. Alors bien sûr ici, mais à d'autres endroits où on voit effectivement l'ensemble de ces eaux polluées qu'on peut voir à l'œil nu, quoi. Donc, il y a quelque chose à faire là derrière et ce que tu ouvres comme voie, finalement, arrive peut-être à imaginer quelques uptakes ici ou là qu'on pourrait même valoriser dans le futur. Et puis, il se trouve que je suis un peu cristallographe sur les bords et que donc j'ai regardé tes spectres avec un peu trop d'attention probablement, mais est-ce que tu peux, déjà ici, c'est-à-dire que je sais pas finalement, même en lisant ton manuscrit, j'ai pas pu trouver quel a été ton input dans l'analyse Rietveld. Est-ce que tu peux nous dire, Franco? Qu'est-ce que vous attendez par input? C'est toi qui as affiné? Oui. Quel fichier tu as pris? D'où ça venait? Finalement, qu'est-ce que tu t'es autorisé comme latitude à modifier certains paramètres? D'accord. Et quels sont les paramètres que tu as affinés? Donc, je suis partie du spectre DRX qu'on obtient à l'INEL. On a un DRX INEL avec un détecteur bleu court. Donc, je suis partie de ces spectres-là. J'ai utilisé des fichiers CIF pour pour avoir les phases et je suis restée dans le basique. Je suis pas trop rentrée dans les détails de l'affinement parce que je ne maîtrise pas. Donc je suis restée dans la quantification, d'abord le bruit de fond et puis après les spectres, quoi, hein. Et j'ai regardé du coup les deux paramètres qui sont sigma et RW. Donc le sigma toujours inférieur à 2, le plus proche possible de 1, et le RW inférieur à 12. Et voilà. Bon, c'est bien ce qui m'a semblé. Oui. C'est-à-dire que quand je vois ça, je suis séduit et j'ai aucun doute parce que je sais que je peux être séduit avec ces résultats. En revanche, les pourcentages des phases, pour moi, sont quelque chose de critiquable. Ah oui. Donc, quand tu vois la broussite au magnésium ou la broussite au nickel, où tu dis effectivement que c'est la même symétrie, c'est le même groupe d'espace, et pour la vue que tu as d'électrochimiste, où tu dis les paramètres de maille sont vraiment très similaires, moi je te dis un axe C à 4,6 ou un axe C à presque 4,8, ça fait une putain d'énergie en plus, ça doit pas être pareil. D'accord. Et on le voit sur ton diagramme. Hein, oui, tu vois que toutes les raies qui correspondent aux axes C, c'est-à-dire celles qui sont autour de 22, là, quand tu fais finalement de la broussite au magnésium, qui a bien le nom broussite, ton pic est bien différent de celui de la broussite au nickel. Oui, oui. Et donc, est-ce que tu as essayé de déclarer 2 phases pour ça? J'ai essayé, mais il ne le voyait pas. Parce que la statistique est mauvaise. Hein, il faut compter, allez, on va dire 10 fois plus. Ouais, d'accord. Tu as la chance d'avoir un détecteur courbe ici. Oui, le spectre est pas... Enfin, l'analyse, oui. Et il ne faut pas mesurer une heure. Il ne faut pas mesurer 1 heure. Il faut mesurer 2 jours. Ah oui. Hein? Mais pourquoi? Parce que derrière, ça va pas être pénible à affiner après. Oui, Quand les données sont bonnes, on perd pas de temps. Il vaut mieux laisser le truc tourner. C'est pas nous qui travaillons, c'est lui. Hein? Oui. Et en revanche, les raies qui ne concernent que les plans AB ou les paramètres AB, qui sont pour le coup à 2 centièmes l'un de l'autre, donc peu différents, effectivement, les pics se superposent. Il n'y a pas de problème. Et l'ennui, c'est qu'il faut aller voir à grands angles. Parce que c'est à grands angles où l'effet des variations de paramètres de maille est le plus important. Et malheureusement, à grands angles, le facteur de diffusion atomique se casse la figure. Et donc, les raies sont petites.
Et donc, il faut compter d'autant plus longtemps. D'accord. C'est la seule remarque que j'aurais à faire là-dessus, c'est que j'ai aucun doute sur les résultats, la façon dont tu les as interprétés. J'ai juste un doute sur la quantification des phases en relation. Hein. Parce que maintenant, si tu dis que ton pic, c'est uniquement de la broussite, MgOH 2 fois, et que tu as fité l'ensemble des deux pics avec ça, d'abord, ça ne doit pas correspondre complètement, mais c'est peut-être raisonnable. Mais le facteur de diffusion atomique du nickel est bien supérieur à celui du magnésium. Donc, quand tu as un tout petit pic, ou quand tu as un gros pic de nickel, ou de NiOH 2 fois, ça correspond à un pourcentage de phase plus faible en réalité. Toi, tu as fait l'inverse. Tu as tout associé au magnésium qui a un facteur de diffusion faible, avec une intensité plus large, puisqu'elle a pris en compte celle de NiOH 2 fois, et donc tu as surévalué le volume. Hein, je me suis douté que c'était surévalué de toute façon. Mais j'ai pas de doute, parce que le magnésium, le rayon ionique du magnésium est très petit devant celui du nickel. Je suis sûr que les phases sont bien différenciées. C'est NiOH 2 fois et MgOH 2 fois, deux phases séparées. Il n'y a pas de possibilité de miscibilité entre les. Il n'y a pas de solution solide, même à très faible taux. Ce qui va être l'inverse pour le plomb. Oui, c'est ça. Puisque et tu le dis bien pour le coup, hein, le plomb a un rayon ionique pour cette coordinance qui est rigoureusement le même pratiquement que celui du calcium. C'est pour ça que tu as une phase aragonitique du plomb. Mais les pics sont bien différents parce que les paramètres de maille sont vraiment différents. Donc là aussi, tu peux affiner. D'accord. Hein, je crois que ça, c'est vachement important parce que derrière, puisque tu l'as pointé, j'ai pas trop vu de Raman. Je m'attendais à plus de Raman, hein, honnêtement. Mais derrière, comme tu vas aller faire du Raman, tu vas retrouver ça. Et on le voit sur les deux spectres Raman que tu as montrés. On voit bien la dissociation des deux phases broussitiques sans problème. Oui, oui. Hein, bon, bien sûr, les groupements carbonates, le OH, tout ça, ça va pas bouger, mais le reste, oui. Donc là, il va falloir, je pense, aller un peu plus dans le détail de chacune des techniques. Tu n'as pas pu aborder tout ça, évidemment, hein, mais, mais je crois que c'est là où il y a un gros plus à donner. Parce que sinon, on peut imaginer PbCl2, on peut imaginer des oxydes de plomb, ça serait tes trucs noirs que ça m'étonnerait qu'à moitié. Tes plots noirs, là, un oxyde PbO2 ou un truc comme ça, PbO, PbO2. J'en mets pas ma main à couper, mais il faudrait aller viser en MEB simplement pour voir s'il y a que du plomb, quoi, ou un peu d'oxygène avec. Mais, hein, je crois que ça peut être ça. Bon, ça c'était juste des remarques globales, hein, parce que si tu veux quantifier et ensuite quantifier l'uptake de ces éléments dans les structures, voir si c'est dans les structures et pas au joint de grain ou ailleurs, et puis pouvoir effectivement en bénéficier pour pourquoi pas produire du nickel ou du plomb plus tard, hein, il va falloir savoir exactement la quantité qu'on a et exactement où ça se trouve dans la structure, parce que déstabiliser un carbonate, c'est pas pareil que déstabiliser une bauxite en hydroxyde. Donc ça va avoir un coût pour l'industriel qui va être bien différent. Ça, c'est vachement important à mon avis. Alors j'essaye d'y aller parce que comme je suis conscient de mon impact environnemental, j'ai pas pris ta thèse manuscrite. J'ai vu un truc sur un tableau, donc j'ai surligné, je t'enverrai, comme ça tu pourras voir ce qui est mineur et que tu corrigeras ou pas d'ailleurs, tu feras comme tu as envie, mais je pense qu'il y a certains points qu'il faut essayer. Et puis là-dedans, je suis allé piocher certains trucs qui me paraissaient intéressants. Donc quelques autres critiques, et je vais pas être trop long non plus, hein, rassure-toi. Je suis allé sur le plomb, je crois. Donc, ça nécessite que j'aille voir mes remarques là-dessus. Je crois que tu as remontré d'ailleurs les images de MEB, d'analyse EDS où tu vois le chlore qui est disséminé. Tout dépend du seuil que tu mets finalement sur chacun des éléments. C'est-à-dire qu'avec ces images-là, on voit bien que le plomb est séparé, on a effectivement tendance à le mettre là où tu l'as mis et que le magnésium, le calcium sont ailleurs. Le chlore, bon, est-ce qu'il y est, est-ce qu'il y est pas? C'est quoi le pic? Quelle est sa hauteur? Est-ce qu'il était vraiment présent ou est-ce qu'on le voyait plutôt sous forme de traces? Là, j'ai compté assez longtemps, enfin une dizaine de minutes. Et c'est le résultat que j'ai obtenu. Donc, en fait, oui, ce que je retire de ça, c'est qu'il est quand même beaucoup moins intense
que le plomb est beaucoup plus éparse en fait, alors que le plomb est bien concentré. Le plomb doit cracher vachement hein, dans les spectres DS. Le chlore, un peu moins, j'imagine. D'accord. Donc c'est là où, après, on est dans des détails expérimentaux à nouveau, mais le chlore, quand tu me mets des points, là, j'aimerais bien voir un spectre des fois pour être sûr. Hein. D'autant plus que tu dis un peu partout que l'erreur de tous les calculs, en gros, c'est 10%. Oui. 10% atomique. Je sais pas. Hein. Ouais. Pour les analyses Rietveld, j'espère que c'est moins de 10%. Oui. Tu as donné tes facteurs statistiques. Il y a des déviations standards qu'on peut donner qui donnent un avis plus statistique de l'erreur et qui pourraient peut-être être mentionnées à certains endroits. J'ai pas vu tout ça. Alors tu les mets ou tu les mets pas. Mais il me semble que une personne comme moi, toujours un peu critique, va aller vers ces genres de détails parce que ça illustre beaucoup plus qu'une simple valeur de sigma qui dit mon fit est bon ou pas bon, mais qui va voir si les tailles de cristaux, tu les as affinées, par exemple. Toutes ces choses-là sont là. Hein. D'accord. Donc, toutes les remarques que tu fais sont vraies. Les résultats sont, pour moi, cohérents. Juste la quantification. Et malheureusement, c'est pas le Raman qui va te donner la quantification plus tard. Elle va t'identifier très bien les phases en présence, mieux que les rayons X, mais après, tu le passeras à la moulinette pour voir la quantification de phase. Je dois avoir une dernière remarque sur la... Ou alors je l'ai déjà faite. Ah oui, si. Tu me dis qu'il y a une précipitation simultanée. J'ai lu ça. Je l'ai vu, ça. Hein, nous nous sommes intéressés à la précipitation simultanée de ces éléments. Donc quand tu es dans le plomb nickel, quoi. Oui. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est genre, j'ai voulu dire que je mettais le nickel et le plomb en même temps dans la solution. Non, c'est pas ça. Une addition simultanée dans la solution. Oui. Parce que je vois pas ce qui te permet de dire que la précipitation peut être simultanée. Est-ce qu'elle l'est ou est-ce qu'elle l'est pas, à ton avis? Les cinétiques vont pas être les mêmes, donc... Donc en fait, il y a plus de chances qu'elle ne soit pas. Je pense. Hein. Oui. Si elle l'est, ça veut dire que quelque part, il se passe des choses d'un point de vue chimique qui sont identiques, et je crois pas que ça soit le cas. Non, c'était l'addition simultanée. Donc je crois que c'était à peu près ma dernière remarque. J'aimerais te féliciter pour tout ce que tu nous as montré là, parce que, comme disait Ottavio, ça ouvre des voies. Comme disait Eric, maintenant on attend d'aller plus loin pour savoir où est-ce qu'on le met, ce procédé, quoi. Hein, est-ce qu'on le met après la sédimentation, après les usines qui existent déjà, avant, à quels endroits, et de quoi on peut bénéficier in fine si tout arrive à aller jusqu'au bout? Est-ce que l'industriel va pouvoir tirer quelques finances là derrière supplémentaires à une période où le nickel est quand même un problème, hein, surtout en Nouvelle-Calédonie, évidemment. Voilà, je te remercie. Et puis donc je remets ma casquette de président et je crois que Marc, tu veux prendre le relais? Bon, j'ai plein de choses à dire. Enfin, je vais essayer d'être court parce que sinon on est encore là demain. Première chose, d'abord, merci Charlotte. Hein, merci pour le travail, tout ce que tu as fait, pour ton sourire toujours présent. C'était un vrai plaisir de travailler avec toi. Tout s'est bien passé, même à plusieurs milliers de kilomètres de La Rochelle. On a toujours arrivé à communiquer, ou soit à La Rochelle même quand tu es venu passer un petit séjour. Merci aussi Arnaud, Peggy, pour cette collaboration. La preuve, c'est qu'elle continue avec la thèse de Jordan. Donc, c'est un vrai plaisir de venir ici en même temps. Donc, pas seulement pour les lagons et les coraux. Juste pour revenir un peu sur l'historique, voilà. L'historique, on a monté ce projet Eco-Corail avec Caen, Nouméa,
Et puis, l'idée nous est apparue que, tiens, ce dépôt calco, on précipite du calcium, du magnésium, il n'y a pas que ça dans l'eau de mer, est-ce qu'on peut pas précipiter d'autres choses? Et puis, on a parlé du nickel, et puis, avec Nouméa, il a dit, tiens, est-ce qu'on peut pas précipiter aussi du nickel, et donc se servir de ce dépôt calco? Alors, non pas au départ, comme l'objectif, c'était pas faire une pompe à nickel ou à d'autres éléments, c'était plus pour suivre éventuellement l'évolution d'une pollution. Au cours du temps, en laissant croître ce dépôt avec le temps, et puis voir si de temps en temps on retrouvait du nickel ou pas, et puis au fur et à mesure de l'étude, on s'est aperçu que si on arrive à piéger 40% de nickel dans ce dépôt en pas longtemps, ça avait un potentiel peut-être industriel non négligeable. Et donc pour ça, une fois qu'on a écrit l'idée sur le papier, il a fallu faire la manip, et tu les as fait très bien. Et donc c'est aussi pour ça que je te remercie, parce que ça a validé cette idée qu'on a eue au départ, et qui ouvre plein d'autres possibilités et d'autres études. Parce qu'on a parlé du nickel, du plomb, mais il ne faut pas oublier que dans les manips de Nimbo, tu as piégé du chrome. Quand même le chrome qui est relativement cancérigène et qui est très dangereux pour l'environnement et qui peut s'accumuler. Et donc si on pouvait aussi piéger du chrome et piéger du cuivre et d'autres éléments, et tu dis on a piégé ces 6 éléments parce que c'est les 6 éléments que tu as analysés, mais il y en a peut-être d'autres. Jusqu'où peut-on aller? Alors c'est vrai que ce dépôt calcaire et ce piégeage, la solution après, qu'est-ce qu'on en fait? L'idée générale, ce serait quand même de le laisser, et de laisser la sous-polarisation tout le temps. Mais une polarisation avec des panneaux solaires, comme ça, qui permet de continuer de maintenir ce dépôt et de, au final, garder ces éléments polluants piégés. Et puis il y a pas. Supposons qu'il y ait une coupure de polarisation. C'était pour répondre un peu aux questions qui se posaient. On a vu que tu relarguais un peu de nickel, mais tu relarguais. La brucite se dissolvait. Mais lorsque la brucite se dissout, on avait montré justement dans le cadre de l'ANR que on favorise la formation du CaCO3. Et lorsque on a un bloc de brucite, cette dissolution, elle s'arrête vite, elle est très limitée dans le temps, à cause de la formation du CaCO3 autour, qui forme une sorte de croûte autour de la brucite. Donc finalement, il y aurait des tests à faire sur du long terme. Est-ce que lorsqu'on a piégé de la brucite et du nickel, et qu'on le met dans l'eau de mer, voir si la dissolution finalement s'arrête, et donc le relargage du nickel s'arrête. Donc ça pourrait être aussi une piste à étudier, à voir par rapport à ça. Je ne vais pas revenir sur tous les points qui t'ont posés. Sur le travail du zinc, le zinc, oui, comme disait Ottavio, c'est vrai que la solution, c'était la solution de facilité. Moi-même, à La Rochelle, on a essayé de trouver des grilles non galvanisées. C'est impossible quasiment. Après, on a des structures, des barreaux, des structures plus épaisses, mais de la grille de type cage à poules non galvanisée, on n'y arrive pas. Il faudrait essayer de s'adresser aux industriels qui font la galvanisation pour essayer de leur récupérer un morceau de grille avant qu'ils la galvanisent. Donc, c'est vrai que c'était plus facile de travailler avec de l'acier galvanisé. Mais je te l'accorde, c'est pas la solution idéale. Mais en même temps, on s'est dit que tu vois que le zinc, il y a corrosion résiduelle du zinc, mais le zinc il reste piégé dans le dépôt. Donc finalement, ça change pas grand-chose de travailler avec de l'acier galvanisé. Puisqu'on le piège, il part pas en solution. Il faudrait évaluer ça en détail, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Oui, et puis ça, c'est une étude importante pour utiliser pour essayer de travailler sur un procédé industriel derrière de dépollution, mais en même temps, ça rentre dans le cadre du l'ANR Ecocorail qui au départ avait pour objectif de former des structures, des agglomérats calcomagnésiens pour stabiliser les côtes, les dunes, les plages.
Dans ces agglomérats calco-magnésiens, il y a calco-magnésiens, donc on utilise le même principe, formation d'un dépôt calco. Donc ça veut dire que dans ces agglomérats calco-magnésiens de base de dunes, on va aussi piéger des éléments métalliques polluants en permanence. Et ça, on va travailler, notamment, l'entreprise Geocorail devrait travailler sur des surfaces d'acier, sur des centaines de mètres de grillage pour stabiliser des digues, des enrochements. Et du coup, ça sera peut-être intéressant de voir ce qu'ils arrivent à piéger en même temps dans leur dépôt avec l'agglomérat, avec le sable, les coquillages, les graviers présents. Et là, on aura aussi un retour après sur expérience derrière, en analysant finement ces dépôts qu'ils auront obtenus sur ce procédé de piégeage des polluants métalliques. Donc il y a plein de choses à voir par la suite, plein d'études à mener. Je vais prendre un petit commentaire. On a l'habitude depuis plus de 20 ans de se battre sur des questions. Mais là, on n'est pas très loin, parce que je pense que si on pense à la dépollution, si tu relargues quelques milligrammes de zinc pour capter des kilogrammes de nickel, on pourrait dire ça va. Mais si on relargue du zinc sur une plage où il n'y a pas de pollution, pour le procédé Geocorail, et là je crois que Alaric m'a dit aussi qu'il commence à changer, la question change. Donc l'étude du relargage, il quantifie un peu les choses, et je ne crois pas trop à un procédé que ça sera efficace avec un solide qui va rester toujours là. En termes de quantité, ça serait trop peu. Il faudra vraiment casser ces solides et faire ça en continu avec un système extérieur. Et là, on peut travailler avec des électrodes. Les usines de dartage de l'eau travaillent même avec du titane. Je ne sais pas si tu te souviens de l'usine d'Hérouville, non? Je crois que c'est du titane, hein, les anodes. Nous, on a travaillé avec des matériaux beaucoup plus nobles parce que ce seraient des matériaux qui resteraient à long terme. Bon, on va pas relancer le débat parce qu'on on est encore à demain, donc. Tu seras demain pour la discussion de la température. Hein. On va revenir là-dessus, hein, et je tiens à revenir. Non, mais Alaric te défendra demain. On va pas rentrer dans les détails de toutes les questions qui ont été posées. On pourra en parler longuement cet après-midi, demain. Je voulais juste te remercier vraiment pour ce travail. La preuve, c'est que j'ai vraiment apprécié de travailler avec toi, c'est que je t'ai proposé de revenir à La Rochelle au moins 6 mois. Donc, ça prouve que tu as toutes les compétences et toutes les qualités pour participer maintenant sous forme de postdoc en tant que chercheuse et non plus en tant que docteur, enfin de thésarde, on va dire, étudiante, et pour apporter tes idées et ton savoir-faire à la suite de ce travail. Je vais m'arrêter là parce que sinon on a encore pour longtemps. Merci. Merci Charlotte pour ton exposé. Je vais pas parler du manuscrit puisque j'ai participé de manière active à sa rédaction avec mes collègues. Par contre, je te remercie pour l'exposé. C'était pas gagné au départ pour faire quelque chose d'à peu près clair pour tout le monde, qui soit avec un cheminement, une histoire à raconter. Comme ça a déjà été souligné, il y a énormément de choses. Le manuscrit reflète véritablement ton travail excessivement dense, même si par humilité peut-être, ou je sais pas, timidité, je sais pas, tu vas dire non, c'est quelqu'un d'autre qui a fait les mesures, etc. Bon, tu t'es attaqué à tout ça véritablement, et c'était quand même assez compliqué. D'abord parce que c'était un travail quand même prospectif. En fait, on savait juste pas où on allait. Et donc, merci pour cet exposé qui était quand même très clair. Alors moi, je vais pas parler de science, mais je vais plutôt parler de Charlotte et de l'environnement dans lequel elle a travaillé à Nouméa. C'est la partie que je connais. Quand Charlotte, la première fois que j'ai rencontré Charlotte, c'était juste avant qu'elle commence son stage de master, donc c'était fin 2013. Et elle est arrivée en master en 2014, donc dans un environnement où il y avait environ, je sais pas,
peut-être 150 cm² de paillasse où il y avait un potentiostat déjà qui occupait l'espace, et juste à côté sur un tabouret, un aquarium de 20 litres, et on s'est dit tiens, on va faire du dépôt calco, ça va être rigolo. Charlotte est arrivée au moment où, comme Ottavio l'a souligné, sous l'impulsion de Jean-François Dinut, et voilà, l'obtention de quelques projets et de l'ANR en particulier, ça nous a permis de démarrer, parce qu'à l'Université de Nouvelle-Calédonie, au PPME à l'époque, l'ISA maintenant, on faisait pas d'électrochimie, on faisait pas de dépôt calco. Donc on a véritablement démarré le programme et l'activité vraiment. Et donc du coup, on a quand même essayé, elle a essayé beaucoup de choses différentes, et on s'est recentré de temps en temps, parce que c'est un sujet, comme ça a déjà été souligné, j'insiste à nouveau, où on pouvait partir dans plein de directions différentes. Finalement, elle a réussi à rendre un truc cohérent. Et voilà, merci d'avoir participé, de nous avoir fait participer à ton travail, parce que c'était souvent comme ça que ça se passait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merci. Ah oui, pardon. Merci de m'avoir invité à ton jury de thèse. C'est une première pour moi. Je suis un petit peu timide, un petit peu impressionné aussi. Merci pour d'abord tes compétences scientifiques. Marc en a parlé. Je pense que tu as un avenir. En tout cas, en tant que chercheur, ça c'est sûr. Et surtout, merci pour ta bonne humeur. On a aussi bien rigolé. Contrairement à ma personne, Charlotte n'est jamais de mauvaise humeur. C'est d'ailleurs très énervant, et ça rajoute à la mauvaise humeur que l'on a déjà. Et donc c'était vraiment super. Enfin, je suis très content de te rencontrer. J'espère qu'à l'avenir, on aura l'occasion de travailler ensemble dans d'autres circonstances, dans d'autres lieux. Et bravo pour ton travail. Merci. On continue, donc on finit par les dames, à défaut d'y avoir commencé. Peggy? Merci. Donc, je parle en dernier, donc beaucoup de choses ont déjà été dites, hein, donc il va falloir que je sois originale, hein, c'est pas évident. Je te remercie, Charlotte, hein, effectivement, comme l'a souligné Arnaud, tu as totalement démarré l'activité au laboratoire. On a maintenant un laboratoire d'électrochimie, mais il a été monté, il n'existait pas quand tu as commencé. Donc voilà, tu es parti de zéro. Et ça, il faut le souligner parce que tu es parti de zéro. Et en partant de zéro, tu as énormément de résultats. Donc ça prouve la quantité de travail que tu as fourni pendant ton master et pendant ta thèse de doctorat. Donc merci pour tout ce travail, merci pour ta bonne humeur. Effectivement, personne ne pourra dire le contraire. Tu es quelqu'un de très agréable. Et ça ne fait aucun doute, c'était très agréable de travailler avec toi. Je tiens aussi à remercier donc les collègues. C'est Jean-François Dinut qui a amorcé cette collaboration avec La Rochelle et avec Caen. Je remercie aussi tout particulièrement René Sabot, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui a aussi très très largement contribué à ce travail. Je pourrais pas m'empêcher de me rappeler les très longs Skype matinaux ou tardifs parce que les débats étaient longs, très minutieux, c'était très intéressant évidemment, mais avec le décalage horaire pas toujours facile à gérer. Et nous qui sommes pas des gens du soir en Nouvelle-Calédonie parce qu'on se lève tôt, les Skype tardifs ont été parfois difficile. Mais en tout cas, merci d'avoir collaboré avec nous. Et c'était un réel plaisir d'échanger avec nos collègues. Je remercie aussi Thomas Quignou, ingénieur de recherche au laboratoire, et qui a aussi très largement collaboré à ce travail. Il a été présent, il fait partie de l'ANR Éco-Corail, et donc il est aussi à remercier parce qu'il a très largement participé. Je voulais aussi mentionner que malgré l'aspect nouveau de ce travail de recherche au laboratoire,
malgré la densité des résultats, eh bien, il faut savoir qu'en plus, Charlotte a enseigné la première année. Donc, tu as enseigné, je crois, 64 heures la première année. Donc, c'est pas rien. Hein. Donc, voilà, tu es quelqu'un de très efficace. Juste parce qu'il faut quand même faire une petite critique, Charlotte a tendance à donner ses résultats. Et donc, il faut juste que tu apprennes à broder et à bien expliquer. Tu es pédagogue, mais il faut jamais que tu oublies que les gens avec qui tu discutes n'ont pas forcément tout ton recul sur le sujet. Donc, je dirais que c'est la seule petite critique que je pourrais formuler. Tu es trop synthétique. Voilà. Je vais pas en dire plus. Bravo à toi, Charlotte. Et puis, je pense sincèrement, comme l'ont souligné mes collègues, que ce serait un plus pour l'enseignement supérieur et la recherche si tu pouvais rester parmi nous. Voilà. Donc, bonne continuation et bon courage pour la suite. Merci.